Bonjour à tous, voilà, nous sommes avec vous. Nous sommes vendredi 17, c'est le début du week-end et nous allons recevoir dans un instant nos duettistes de l'eau, Jacques Davila, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Ismaël Rougenin. Bonjour tout le monde, nous là. Plus tard, Marilène Ferdi viendra avec un responsable technique du cinéma. Je ne dis pas encore son nom puisque c'est volontaire. Et puis on va recevoir M. Fred Constant. Fred Constant, il vient de sortir cet ouvrage, Géopolitique des Outre-mer. C'est un universitaire que j'ai beaucoup écrit sur ce qu'il appelle les Outre-mer. Et cet ouvrage géopolitique fait un peu le tour de la question pour la Guadeloupe, pour la France, mais pas seulement, pour les États-Unis, l'Espagne, etc. Il a vraiment une vision assez globale. Il doit présenter cet ouvrage demain soir à la WAWAC et avec un débat. Et je crois qu'il était avec les étudiants tout à l'heure. Et puis on va terminer avec... L'ex-ambassadeur aussi. Hein, oui, l'ex-ambassadeur aussi. Parce que je crois que je l'ai rencontré une fois, c'est à... Sainte-Lucie. Sainte-Lucie ou à Barbade, je ne me souviens plus, je l'ai rencontré, il était ambassadeur. Quelqu'un qui a déjà beaucoup écrit sur ces régions-là. Et puis on va terminer avec Manix Antiteka, comme chaque quinzaine, elle nous présente un ouvrage en audio. Elle viendra en parler. Sinon, l'actualité, bien sûr, il y aura la réaction des députés Serva Mathiazem, Marcelin Nadeau, Christian Baptiste, Élie Califer et Johnny Assar, après l'adoption du 49.3. Olivier Nicolas aussi va intervenir, on va les entendre dans un instant. La conférence des planteurs de canne sous la hausse du prix de la canne, la situation est un petit peu bloquée pour l'instant. Est-ce que ça va se débloquer? La question reste posée. Le président du conseil départemental était à Terre-de-Bas. La semaine dernière, c'était Marie-Galante. Avant, c'était à la Désirade. Il était à Terre-de-Bas. Olivier Félix était avec lui. On fera un petit peu le point. Repas solidaire à Saint-Vincent-de-Paul en collaboration avec le lycée hôtelier. Voilà ce qui fait l'actualité. Deux petits mots très rapidement sur une manifestation qui est prévue à Basse-Terre aujourd'hui, puisque, vous le savez, le 14 novembre dernier, Omotunde disparaissait. Et les Bastéoiens n'ont pas eu l'occasion de le célébrer. Et donc, c'est ce soir, à partir de 17h à l'Archipel, dans les jardins de l'Archipel, qu'un groupe de Guadeloupéens qui ont été très proches de Omotunde, Niusere Kalala Omotunde, comme on l'appelait, qui sera honoré ce soir dans les jardins de l'Archipel à partir de 17h. Et donc, si vous êtes bastéoyen, vous êtes dans le coin, profitez pour un hommage à cet homme qui est parti un peu trop vite, semble-t-il, et dans des conditions qui n'ont toujours pas été élucidées. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et donc, je rappelle donc le hommage ce soir à 17h. Dans les jardins de l'Archipel. Bien, on va commencer tout de suite avec les problématiques de l'eau, puisque visiblement, les choses ne s'améliorent pas, messieurs. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas parce que le ministre Carinco, qui semble-t-il serait prochainement chez nous... La semaine prochaine. Ah oui, a affirmé à l'Assemblée nationale que depuis que l'État s'occupe de l'eau, tout marche très bien, alors que mon ami Rougenin vous le confirmera, tout comme je n'ai eu cesse de le dire, tout comme lui, et tout comme bien d'autres et tous les usagers mécontents, qu'au contraire, la création du SMGAG que tous nous avons souhaité dans l'espoir que c'était une amélioration qualitative des situations, s'avère être la sommation arithmétique de toutes les négations délétères et chroniques que nous subissons. En effet, il a été ramassé par la députée Panot, et je suis triste de dire cela quand je pense que nous avons 4 parlementaires là-bas, dont c'est la mission de nous représenter. Ils sont nos porte-voix et ils doivent défendre avec opiniâtreté, détermination, les intérêts fondamentaux des usagers de l'eau. Ensuite, nous avons une foultitude de problèmes. Imaginez, mesdames, messieurs, que dans le programme du ministre à ce jour, vendredi 17, aucune association des usagers de l'eau qui se plaignent et qui sont pacifiques, qui sont résilientes, tout le monde se pose des questions, ne sont pas reçus, ne sont pas conviés, ne sont pas invités. Lundi, il y a un rendu de la défenseur des droits qui vient accompagner d'une de nos compatriotes qui fut ministre, qui est son adjointe, Mme Paul Angevin. On vient nous rendre les préconisations de tous les problèmes des usagers en ce qui concerne l'application du droit, car vous n'êtes pas sans ignorer, sans savoir,
que la plupart de nos problèmes relèvent de l'incurie, de l'impéritie de ceux qui est en charge des contrôles régaliens, c'est-à-dire des contrôles budgétaires, des contrôles de légalité, des contrôles d'hygiène, de la police de l'eau, etc., etc. Et aujourd'hui, quant à la... N'oublions pas, parce que comme les ordonnateurs historiques, le SIAG, les régies diverses, sont inscrites au registre de commerce, elles relèvent de la répression des fraudes. Tout à fait. Et la répression des fraudes, d'ailleurs, sans compter, tout cela a été confirmé, mesdames, messieurs, chers compatriotes, par la vie définitive de la Cour des comptes concernant chaque régie. Ceci n'a jamais été transmis au parquet comme de droit pour qu'il y ait des poursuites, sans compter l'écocide. Oui, retenez le terme, c'est un écocide, c'est l'assassinat de l'environnement. Mais l'environnement, c'est vous, c'est moi, c'est la biologie, c'est tout, la vie animale, la vie végétale. L'avenir est déjà rendu quasi obsolète. Nous ne pouvons pas continuer à accepter. C'est à se demander, pardonnez mon propos, mais je n'ai pu m'empêcher de dire mes propos n'engageant comme moi, comme d'habitude, que ces gens-là sont venus cacher le foie. Comment pouvez-vous me donner des préconisations sur quelque chose, sur les problèmes que nous ne cessons d'évoquer, alors que nous n'avons jamais été consultés? Cela ne peut pas durer. Dans un autre domaine, il faut savoir que oui, les associations d'usagers, certaines se sont battues pour que les problèmes de l'eau agricole soient résolus, mais il faut que l'opinion sache que le barrage de Dumanoir et le barrage de Moreau sont deux barrages différents, parce que un, Dumanoir, est assujetti dans une zone au-dessus, il y a une plantation qui appartient à la SCEA du Manoir, qui est un terrain chlordéconé, qui est en zone orange, donc qui reçoit et qui part au déversement compte tenu de la pente naturelle, peut recevoir. Cette eau n'est pas reliée au réseau, elle ne sera pas distribuée. L'autre du Manoir, qui a un canal de dérivation, qui lui est alimenté, les travaux de réfection du 1000 mm ont été faits, Dieu merci, ils nous ont écoutés. Eh bien, celle-ci est analysée et j'ai personnellement demandé, ce que le préfet a accepté, que comme une association de défense contre la chlordécone a demandé publiquement, il faut arrêter les cachotteries, l'omission, la dissimulation, la rétention d'informations. Il faut donner à l'opinion publique l'information. Les analyses et prélèvements ont été faits, sans compter qu'il ne faut pas oublier, je vous le rappelle, que l'exploitant, j'ai vérifié encore avant de venir nous rejoindre, que l'exploitant a effectué les autocontrôles qui sont confirmés par l'ARS. Ceux-ci seront mis à la disposition de l'opinion parce qu'il faut arrêter ces coucou djedje. Nous ne sommes pas un coucou djedje, nous sommes dans un état de transparence et il faut savoir que l'opinion sache que c'est scandaleux ce qui est en train de se passer, alors que bien des élus sont en train de faire ce que j'appelle un porte-manœuvre pour les sénatoriales. Hier, le Sénat, dans une commission spéciale, réunit une commission pour discuter des problèmes qui influent sur le SMGAG avec l'Association nationale des maires de France, l'Association des présidents de conseils régionaux et départementaux, sur l'immixtion de l'État dans la gestion des services publics des collectivités. C'est une atteinte au droit. Et personne n'en parle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que vous vous ressaisissez, que vous allez regarder qui fait quoi, comment ça se fait, aller dans les associations pour exiger que l'on sache davantage. Oui, alors moi, on vous a parlé d'un problème qu'on soumet moi, M. Calix Osiris, et un projet qui est uni pour aider nous à sortir de la situation la nuit. Là. Alors, mais avant ça, on communique avec le SMGAG. Du 14, il a concerné mon petit bout. Tout on sait, Barboto, Bel-Air, des Rosières, on l'a côté. Alors, c'est ça pour regarder, communiquer avec le SMGAG, 14 doigts, il a dit comme ça, ouais, il a fait des travaux, effectivement, sur la prise en rivière de Averno, etc., et qu'il y a des problèmes, mais on dit 7h à 12h, jeudi de 7h à 12h, etc., ça peut aller plus loin. Mais il n'y a pas qu'à prévoir ce qui est fait, pour comprendre là où il y a problème là. Parce que c'est ça. Et si vous voulez, c'est pas nous avons reproché SMGAG, problème à règlement des services. Ils font un règlement de service, pour moi, il n'y a pas de obligation réelle. Ils mettent des typités, mais il n'y a pas des obligations. Il n'y a aucune mesure conservatoire, compensatoire, conforme à la loi. Ah non, non. Et en plus, il faut que vous sachiez, mesdames, messieurs, ce sont des maires. Le maire a une obligation, article 173-2 du Code de la sécurité intérieure,
de subroger le SMJG alors qu'il est membre de communautés d'agglo qui sont administrateurs de droit, donc eux-mêmes qui sont administrateurs de droit, de par la loi, du SMJG. Il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Et à un règlement de service là, obligé de signer compte de la loi. Par exemple, mais loi là, même, il va mettre en place MCJ là, 29 avril 2021, il a dit yo, concrètement, ça frappe moi qu'il met en loi là, que là, on voit des problèmes pour pas moun là, il faut SM, syndicat là, organiser pour pas moun l'eau. Oui, il faut compenser. On peut mettre ça faire tout d'eau, on peut mettre du wani tout d'eau là pour tel côté, et puis on peut dire qui j'en a fait même pas de l'eau. Parce que vous êtes responsable, nous avons revenir ça. Parce que, mais j'ai pu dire ça, à partir de communiquer, on communiquer. Alors, comme un petit problème sérieux là, parce qu'en cas de problème, alors, quand on dit, on n'a pas technicien, pas ingénieur, rien. Mais son bouc, son ingénieur, Guadeloupéen, il a tout ton CV, nous. Impressionnant. Impressionnant. Pour ça, j'ai fait un Guadeloupe, etc. Et il comme il était en contact, et puis une société immense, Wassolo, etc., LTD, qui j'ai ni débuté aussi, en fait, tout un palmarès, ça, il débuté un fait. Et ces messieurs, et puis les contacts réunis, ces messieurs font un projet et ils disent qu'il y a une capacité d'investissement de 2 milliards en Guadeloupe pour, de 2 milliards, ça nous brise. Parce qu'ils font étude là, ils ont étudié bien la loi sur l'eau, les marchés, tout ça qui n'y a en France comme loi, et tout étudié dans la Guadeloupe, et ils ont proposé, ils ont dit, mais ça, ils ont proposé pour sortir dans cette situation-là. En pas qu'à dire, c'est mon responsable là d'un point ça comme ça parce que 2 milliards au bon non bien caillou vlé mais ça que Bougla dit nous yo pas occupé d'eux ça qui est grave et il j'avais les Martinique qui serait intéressé yo moi senti vlé que c'est Bougla garder projet là de près Kassim c'est qu'a proposé les autres puisque son ni personnel qui peut garder un projet. On suppose qu'ils ont du personnel de qualité. Non. Quand même. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'on croit. Mais je suppose qu'ils peuvent aussi chercher. Consulter des spécialistes. Et regarder aussi c'est quoi, Wassolo, regarder par quoi, est-ce que c'est vrai, vérifier est-ce que tu comprends. Puisqu'il n'y a pas moyen à faire ça. Mais Bougla a venu pour un projet sérieux et vraiment. Et il a demandé que. À ces projets-là, on veut dire 2 milliards, il peut mettre en place, il peut montrer aux amis tant d'investissement qu'on sait déjà, en investissement. Parce que pourquoi nous avons dit ça? Il faut obliger de garder ça. On ne pas dire que rentrer à c'est fermé. Parce que si nous pas un investissement à hôtel là, ça, nous avons des quinzaines d'années à rester, à traîner à des situations la nuit là. Aggravant. Mais si il aggrave, lamentable, où les usagers qui prennent fait. Et nous avons sécheresse, au moins 10 jours la plupart rien tombé. Ouais. Ça, alors, quand il dit nous à présent, c'est ça le problème là. Donc, c'est excessivement important que ces messieurs prennent contact avec Bougla, recevoir, examiner ces là. Parce que ni les moyens pour voir est-ce que c'est des députés sérieux, parce que ça, les machins, ça c'est messieurs déjà fait, en garde député, ça incroyable. Par exemple, ils ont développé un pôle urbain de 50 000 logements à Abidjan. Mais c'est des gens aussi qui implantés non seulement en Grande-Bretagne et en Angleterre, mais aussi ils sont à Hong Kong. Mais ils ont une surface financière suffisante. C'est une société internationale dirigée par un Africain qui, d'ailleurs c'est lui qui est cité, qui est polytechnicien français et ingénieur des mines français avec un diplôme de l'université de Cambridge en management. Et ils ont monté leur société avec des Asiatiques qui apportent du gros pognon. Ils sont présents à Hong Kong, Singapour et tout. Et ils font des opérations en multinationales. Et notre compatriote s'occupe de la division française, parce que ce monsieur est guadeloupéen. C'est pour ça qu'il s'est intéressé, compte tenu de ses liens avec le directeur général polytechnicien. Ils étaient en prépa ensemble. Non, c'est Zoumana, Souma Oro. Oui, et j'ai vérifié, j'ai appelé en Côte d'Ivoire déjà, j'ai vérifié, c'est une... et vraiment, et je peux vous dire que c'est un projet qui mérite d'être affiné, comme tout projet. Mais c'est un projet qui correspond à nos besoins, et malheureusement, qui va peut-être mettre... Il va se mettre pour contacter... Non, ni le SMJG, ni le conseil régional, ni le conseil, alors qu'il leur a demandé d'audience. Il prend le conseil régional, il dit non, c'est le président-là pour le président à SMJG, qui n'a pas le temps, qui n'est pas disponible. Il n'a pas de réponse. Mais on veut dire que... Par rapport à ça, nous sommes des Français, en tout cas dit ça, nous avons défendu les usagers de l'eau.
Si on moi pas en mesure de savoir si ça bon, ça pas bon, etc. Si ça c'est fiable. Mais autres qui sont habitants, on va venir projet comme ça, nous savons bien nous besoin 2 milliards pour résoudre le problème de l'eau là. Parce que c'est parce que c'est pour la faire étude là, c'est des spécialistes, etc. Ils ont dit, mais ça va mener ça. Donc, il faut regarder qu'il y a quoi proposer, parce qu'il y a des poser moyens. Est-ce que ça y a proposer là, ils sont capables de payer, ça va coûter les autres, quand ça va coûter nous? Est-ce que ça coûte nous? Parce que, mais pas seulement coûter SMGH là, mais aussi, regardez bien, par rapport à ça, il a coûté la population nous, est-ce que ça y a quoi, ben, nous plus intéressant, même si nous on fait un financement, quoi, vrai? Donc, c'est ça, je souhaiterais au point qu'on t'a là, pour garder, parce que, si après il y a un Martinique pour un gars, nous va faire. Est-ce que vous comprenez? Nous nous retrouvons dans des problèmes parce qu'il faut savoir, mesdames, messieurs, qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, malgré la venue du ministre la semaine prochaine, les contrats de progrès n'existent pas. Il n'y a que 2 contrats de progrès minuscules qui existent à la Guadeloupe, de par la carence, l'impéritie, l'incompétence chronique. C'est Marie-Galante qui est hors du SMGAG et un petit contrat sur Cap Excellence. Un tout basique. Alors qu'on aurait pu avoir un très très gros contrat. Le contrat, là, la proposition qui est faite a un différé de 4 ans. 4 ans. 2% d'intérêt à discuter et les garanties financières exigées sont les garanties financières internationales classiques, donc c'est-à-dire que le département et que la région peuvent donner, comme elle a donné, à la différence qu'elle serait prête à donner conformément aux conditions de la feuille de route dont la sécurité juridique n'est pas confirmée. Car je vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'une fois de plus, le tribunal vient de confirmer le grade de M. Brachet dans le procès. Il peut être réintégré ou pas, finalement? Eh bien, il me semble que le président ne veut pas c'est notre faute. Alors, il faut savoir que dans ce cas-là, le monsieur, s'il n'est pas réintégré conformément à la décision administrative, il y a 1 mois à compter du prononcé, ça veut dire qu'il faut aller au protocole transactionnel. Ça va coûter une fortune aux usagers parce qu'on est obligé de reconstituer sa carrière jusqu'à son jour de départ en retraite avec sans compter tous les dommages, intérêts et les avantages en nature. Mais en plus, le président, parce qu'il subit un préjudice de considération, parce qu'il faut savoir dans cette affaire ubuesque, mesdames, messieurs, que pour pouvoir l'embaucher, il est passé devant une commission coprésidée par le préfet de l'époque et le président du SMGAG. Et c'est le président du SMGAG qui l'a élevé au grade supérieur. Il est ingénieur principal, il est passé en classe exceptionnelle, hors classe. Donc, j'ai honte en tant que Guadeloupéen, mesdames, messieurs, parce que c'est vous-même qui l'avez élevé au grade supérieur et vous vous dites qu'il n'a pas le grade de l'emploi. Ouais. C'est vous qui l'avez élevé. Le tribunal confirme que vous avez pris un arrêté pour le nommer et vous assumez les conséquences. Ça ne fait pas sérieux. Et quand on découvre toujours, par exemple, les problèmes d'eau agricole, mesdames, messieurs, nous trouvons dans une situation où ce sont des collectivités majeures, l'une à financer pour l'autre, et ces gens-là ont couru chez l'État pour dire « Donnez-moi la permission de donner mon eau à mon peuple ». Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est indécent, c'est irrespectueux de nous-mêmes. Ça veut dire que nous n'avons pas d'estime pour nous-mêmes. Nous n'avons pas considération de ce que nous sommes, de ce que nous représentons. Une fois de plus, nous pouvons arriver aux conclusions réelles, aux solutions adéquates à nos problèmes, mais nous demandons à l'autre de le mettre en application pour nous. C'est indigne, ça. Un pays qui ne peut pas offrir à ses enfants les armes de l'espérance est un pays et une population condamnée. Alors, en tout cas, dit que, concernant le Brachet, qui c'est quand même, machin, quand ça tout à fait bizarre, parce qu'en perçu, il n'y a pas un problème de compétence de machin, sinon que compétence, c'est, Brachet dit, nous, nous comptons pas, si Jacques est là, il dit, nous, lui, 11 centimes, pays sorti dans ce syndicat-là, s'il n'y a pas de justification. Ouais. Or, laissez-moi ces météo là, il faut aller en sens à ça, il voulait. C'est la corruption. Alors, on a fini ce là, document là. Alors, on a dit, sans qu'on dit la région syndicale là, organiser parce que nous, les agents besoin pour un contrat, un projet à 2 milliards. Alors, quand on a dit, on pas dit qu'on connaît le projet là, on a dit tout ça, on est tout bien là, dans la mesure. Mais ça, on a dit, c'est que étudier, coûter beaucoup là, etc., garder faisabilité là. Parce que tu as un vrai, par exemple, tout un habitant là, et puis un vrai arrangement et commission 2%. Bon. Oui, le taux d'intérêt. Non, il y a le taux d'intérêt de 2% sur 20 ans, mais il y a en commission arrangement, par contre, ça veut dire.
Mais ça inversé en un seul coup. Oui, 2% à 2 milliards, ça fait 40 millions, on veut dire. Donc, il faut garder, quand nous pouvons, est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais pas faire comme tu dirais. Ça peut exister. Parce qu'après, qui m'a perdre, parce que, en parlant avec qui, Jean nous organisant l'eau là, nous avons sorti à dans ça. Et, mais les gens qui ont souffert, on veut dire. Et syndicat là, ça, syndicat là, fait ça grave. Syndicat, voyons l'aide bon monde. Ou quand voyons contestation, il a demandé une mesure de saisie de force, comprenez? Pas au comptable là, alors qu'on conteste l'aide là. Plein de monde qui a fait courrier, il n'y a pas qu'à répondre à courrier là. Il n'y a pas dire répondre à 25%. Pour moi, 25%, c'est ces gens qui n'ont pas connaître là. Mais les gens qui ont fait courrier, ils n'ont pas de réponse. Ou quoi faire un courrier, ou quoi contester en créance, qui n'est pas bon, qui est mal formé. Si vous n'avez pas qu'à répondre, vous pouvez voyer, oui, à te dire, c'est de quoi voyer. Est-ce qu'on regarde ça sérieux ça? Et c'est conseil, vous pouvez penser, prendre l'argent, si Guadeloupéen, pour faire un faute, accumuler ensemble pour résoudre les problèmes. Mais pas petit morceau. On veut dire, or, une proposition, et d'ailleurs, c'est celle solution qui est valable, c'est refaire un réseau neuf. Et depuis en 2009, il faut assez brodé comme ça. Bien sûr, ça coûte envie, mais au fond, nous pouvons gagner. Sur le fond, sur le long terme, on va gagner et la population va gagner. Oui, je rejoins mon ami Ismar, il faut refaire. Mais il ne faut pas confondre, mesdames, messieurs, le problème de la facturation antérieure des anciennes régies, ce que j'appelle les ordonnateurs historiques, qu'il faut régler, parce que là, c'est un problème de malhonnêteté. Monsieur Legal, Jean-Yves, le nouvel directeur régional est arrivé, je ne sais pas comment il va faire. Si les gens croient qu'il s'appelle Potter, moi je vous dis qu'il s'appelle Legal. Il n'a pas de baguette magique pour résoudre le problème de l'inconséquence des habitudes et pratiques devenues us et coutumes, parce qu'il faut savoir, je ne cesse de vous le dire, il y a un agent comptable émetteur qui est responsable du contrôle de légalité et un agent comptable recettier. Celui qui fait les recettes a une obligation de contrôle de fait du service fait. Et ils sont usagers de l'eau comme nous. Ils savent très bien que l'eau ne dysfonctionne pas, mais ils n'ont pas les moyens intellectuels, mécaniques ou autres pour aller contrôler. Mais ils savent bien que de l'eau là pas bon, de l'eau là en couleur sale, de l'eau là ou quand c'est coupé. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, il faut savoir que toutes ces régies sont en liquidation et que les liquidations ne sont pas encore prononcées. Tant qu'elles ne sont pas prononcées, nous sommes en retard, mesdames, messieurs, de plusieurs mois, parce qu'au 1er septembre 2022, l'actif aurait déjà dû être transféré pour 1 euro symbolique au SMGAG. L'actif, ce n'est pas fait, les comptes ne sont pas arrêtés. Ce qui veut dire qu'au moment où je vous parle, on n'a pas le droit, mesdames, messieurs, de par l'insincérité des factures et le respect des règles de la comptabilité des liquidations, de saisir les gens. Et dessus vient se greffer aussi maintenant la nouvelle facturation émise par le SMGAG, où l'on reproduit les mêmes errements, les mêmes erreurs, parce qu'il n'y avait pas de compatibilité des logiciels, et ce sont les mêmes personnes qui sont là, ayant changé d'employeur, c'est tout. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous gardions, c'est pour ça que je dis, il faut avoir une relation apaisée, parce que les chiffres exigent de la clarté et de la compétence, et du sang-froid, sans passion, sans émotion. Dernier mot. Moi, je dis que moi, on a trouvé que la situation là, dans la sont suffisamment grave et nous gardons période de sécheresse. Quand il est là, d'après moi, il faut nous organiser nous pour la sécheresse. Parce que longtemps, ça n'a pas été fait que tenir la vie comme ça, mais il faut nous savoir que nous, le paquet de l'eau qui a tombé, la pluie qui a tombé, il faut nous savoir aussi accumuler de l'eau pour nous servir le pays. On ne peut pas prendre pour boire, mais on peut prendre pour d'autres usages, et notamment, par exemple, pour les usages ménagers à terre, nettoyer. On t'avait justement dit que, enfin, on donne ça, Trois-Rivières, on a le problème de l'eau, et que les tours d'eau, ça a recommencé. Oui, mais ils s'approfondissent, sans compter les mesures restrictives. Mais il faut savoir qu'il y a une anomalie dont personne ne parle. C'est que vous savez, mesdames, messieurs, que l'on arrose les bananeraies avec de l'eau potable gratuitement au prix pour certains et d'autres ne payent que le prix de l'eau agricole. C'est interdit de par la loi. Cela, on remplit des piscines dans les zones du croissant chlordéconé avec de l'eau potable, alors que nous manquons d'eau potable en grande terre. Mais même dans la région de Bastille, Rivière des Pères, il n'y a pas d'eau en ce moment depuis une semaine. Et nous avons dit tout, l'eau n'a pas existé dans le l'eau potable. Et Jacques Tecadion Bitin, il a fait de l'eau agricole là, de l'eau qu'on n'a pas traitée. Il y a elle est juste filtrée. Mais il y a dans une zone à chlordécone là. Oui, le croissant des pesticides. Bien.
Merci, messieurs. Rapidement, Jordan, on revient sur la réaction des députés Servat et compagnie suite à l'utilisation prochaine du 49.3 par le gouvernement français, notamment par Mme Elisabeth Borne. Il y a une motion de censure qui a été déposée, mais enfin, je pense que deux motions de censure, mais probablement le gouvernement arrivera à traverser, puisque une partie de la droite n'a pas décidé de voter cette motion de censure. On attendra lundi pour savoir si Elisabeth Borne pourra ou non continuer à gouverner. En tout cas, ça qui est difficile pour eux. Après, on regarde les réactions. L'attention était à son maximum hier pour le vote de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. C'est en définitive l'article 49.3 qui a été utilisé pour faire passer le texte. Rappelons que cet article 49.3 de la Constitution française est une procédure parlementaire permettant au gouvernement d'adopter un texte de loi sans vote préalable de l'Assemblée nationale. Cette procédure est souvent utilisée pour faire adopter des textes controversés ou difficiles à faire passer en raison de l'opposition des parlementaires. Outre-mer News était sur place à l'Assemblée nationale. Réaction virulente de plusieurs députés des Outre-mer. Eh bien, c'est un mépris de la démocratie. Ce sont des mauvais joueurs, ce sont des mauvais perdants, ce sont des mauvais coucheurs. Ils ont refusé d'aller au vote. Ils ont méprisé le Parlement. Ils ont méprisé les députés qui sont élus du peuple, qui ont une légitimité populaire. Aujourd'hui, nous avons affaire à un gouvernement de personnes qui sont nommées. Nous avons affaire à des personnes qui méprisent la démocratie sociale. Il y a une majorité de Français dans la rue, dans l'opinion publique, et maintenant à l'Assemblée nationale pour dire non. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire maintenant? Nous avons déjà déposé une motion de rejet de ce texte. Eh bien, nous allons, et je vais plaider pour cela au sein du groupe Liberté, Indépendante, Outre-mer, Territoire, Lyot, pour que nous déposions une motion de censure, qu'elle soit transpartisane, portée par le groupe Lyot, pour que le vote qu'ils ne voulaient pas subir aujourd'hui, qu'ils le subissent dans quelques jours, pour qu'ils entendent. Écoutez, on a essayé de l'entendre. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait à l'Assemblée à ce moment-là, où la représentation populaire s'est sentie encore une fois bafouée. Écoutez, là, c'est un sentiment, on va dire que c'est un scandale démocratique. Parce que là, ce n'est plus l'utilisation de l'arsenal législatif, mais c'est une propension condamnable du gouvernement à brimer la représentation parlementaire, à faire en sorte que le Parlement ne s'exprime jamais. Nous sommes au 11e 49.3. Et pire encore, cela veut dire que c'est un échec patent pour le gouvernement, qui non seulement n'entend pas la volonté populaire, 70% de la population refuse ce projet-là, mais il y a une belle unité des syndicats, bafoués, rejetés. La représentation populaire ne permet pas au gouvernement d'avoir une majorité, même dans ses propres rangs. Donc la logique, quand on obéit à la démocratie, c'est de retirer ce projet-là. Que fait le gouvernement? Il préfère encore une fois, pour la 11e fois, utiliser un 49.3 et brimer la parole du peuple portée par les députés. Mais c'est un véritable fiasco, bien évidemment. C'est un constat d'échec. C'est un aveu de faiblesse de Macron et de son gouvernement. Mais surtout, c'est un mépris. Parce qu'il est 15 heures, dans la représentation nationale, le gouvernement n'est pas présent. Et donc, quelle estime que ce gouvernement a pour la représentation nationale? Je rappelle qu'il n'y a eu que seul vote, c'est au Sénat, mais au sein de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de vote, alors que nous représentons le peuple. Nous avons été élus par le peuple, et c'est l'attente du peuple. Et qu'est-ce que dit le peuple? À 70% contre cette réforme. Et dit-on même que 90% de ceux qui sont actifs, qui travaillent, sont contre cette réforme. Eh bien, le gouvernement et Macron n'ont pas entendu le peuple. Une dernière réaction, celle d'Olivier Nicolas, le premier secrétaire du Parti socialiste guadeloupéen. Ce matin, s'exprimait à Bastéron, regarde. La décision du gouvernement de passer par le 49.3 pour faire passer la mauvaise réforme des retraites, c'est un naufrage démocratique que nous dénonçons. Parce que ce gouvernement, ce président de la République sont aujourd'hui minoritaires à l'Assemblée, sont minoritaires dans le pays, ils ont face à eux une majorité très large de Français qui sont contre cette réforme. Et donc, il passe en force, il fait une preuve de mépris, et ce n'est pas la première fois, de brutalité, et nous ne pouvons pas cautionner cela. Nous, les socialistes, nos parlementaires, Victorin Lurel, Victoire Jasmin, Elie Kalifer, Christian Baptiste, se sont battus contre cette réforme. Ils ont fait face à toutes sortes de mensonges, d'utilisation d'articles de la Constitution ou de règlements des assemblées pour empêcher l'opposition de s'exprimer. Et aujourd'hui, on laisse simplement la population, le mouvement social
réagir par rapport à ça, c'est irresponsable. Et nous continuerons d'utiliser tous les leviers, tous les moyens pour pouvoir empêcher cette mauvaise réforme de passer, qui passe globalement dans le silence. Nos assemblées régionales, départementales n'ont jamais pris position sur cette question. Nous, les socialistes, nous, la gauche, en Guadeloupe, nous avons pris nos responsabilités et nous continuerons inlassablement d'expliquer en quoi cette réforme est mauvaise. Elle va précipiter dans la pauvreté, dans la précarité, toute une série de futurs retraités de la Guadeloupe qui n'ont pas besoin de ça. Et il faut très clairement rester mobilisé pour dire non et continuer de refuser cette réforme. Voilà, on prend la première point, on se retrouve tout à l'heure avec Madame Marilène Ferdi, puisqu'elle va recevoir un chef machiniste de cinéma, ce sera la chronique ICC News, à tout de suite. Voilà, il est exactement 13h et déjà 10 minutes, Marilène Ferdi est là, bonjour. Bonjour. Et avec son invité, on ne va pas le présenter tout de suite, on reviendra tout à l'heure, on sait que c'est quelqu'un qui est dans le cinéma. Pour l'heure, on revient à l'actualité, conférence des planteurs de canne sous la hausse du prix de la canne. C'est parti, Michel Depape. Normalement, la campagne sucrière 2023 aurait dû déjà commencer. Il s'avère que les campagnes sucrières sont formatées par des conventions. Donc on a une convention qui durait sur une période de 5 ans, qui s'est terminée en 2022. Donc la nouvelle convention 2023-2028, elle est gérée par une interprofession qui s'appelle l'IGUACAN, avec la DAF et les 4 syndicats. Le GIE Cannes, et par conséquent, nous attendons le résultat de nos revendications, puisque ce collectif a vu le jour tout simplement sur l'année 2022 où les prestataires de coupe de canne ont demandé une augmentation alors que le prix de la tonne de canne était gelé. Donc, à ce titre-là, nous avons voulu contrecarrer cette augmentation en intégrant les syndicats. Et il s'avère qu'on n'a pas pu réunir, disons, les éléments nécessaires pour que nous puissions faire un travail d'équipe. Nous travaillons tout en l'année et vivre pour nous vivre avec on, nous ne pouvons pas vivre avec on. Ça malheureux a dit, nous travaillons, regardez nous gens qui moi nous en mars, yo pour petit nous, quand yo fait avec nous. Ni pour les démarrer, ni pour un con qui gelé des années et des années. Et tout bitin qui a augmenté, sauf nous, nous pas augmenté. La difficulté majeure là, nous là, c'est pour les intrants qui ont augmenté, qui ont doublé. Et à partir de ça, nous ne pouvons pas faire face par rapport à ça. Donc c'est pour ça que nous avons lutté pour nous voir si on a augmenté pour y attendre et pour pouvoir n'y en revenir à partir de ça. Un train, c'est herbicide et engrais. Par exemple, dans un hectare, on met 800 kg engrais. Eh bien, 800 kg engrais, c'est 32 sacs engrais. À l'époque, avant, nous avons acheté 700 €. Là, nous avons acheté 1600 €. Ça veut dire que le prix a augmenté et doublé plus. Nous avons demandé que tous ces gens nous voyaient courir là, qu'ils répondent nous et que nous trouvons une situation pour nous discuter. Nous voyons un courrier pour les instants, c'est-à-dire le préfet, la région, le département, Gaudel, la Chambre d'agriculture, et CTCS, IGUACAN et GIE Cannes. C'est 900 instants là ça. Et nous posons une réponse. Aujourd'hui là, ça nous a demandé, c'est que c'est nous qui exploitons agricole, c'est nous qui plantons canne, c'est nous qui avons mis en canne, c'est nous qui avons payé tous les intrants et tout ce qui n'a pas payé. Donc c'est nous qui avons fait prier aujourd'hui là. Le résultat des courses pour l'instant, la récolte n'a pas démarré. Les planteurs de canne sont un petit peu inquiets, d'autant plus que la récolte s'annonçait assez bonne pour la qualité de la canne. Donc les négociations continuent. Tout de suite, générique, ICC News, c'est parti. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Marilène, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler cinéma, bien sûr. Et il doit avoir un métier que je vais découvrir peut-être en direct.
Alors, ce n'est pas toi qui vas le découvrir, puisque tu le connais déjà, tu as le script. C'est plutôt nos téléspectateurs qui vont le découvrir. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on a une place à faire gagner, puisque je sais que la semaine dernière, la place n'a pas été gagnée. Donc, donc, on a une place à faire gagner. Et donc, aujourd'hui, on reçoit un invité qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est sa rencontre. Donc, on s'est connus en 2020. Et c'est quand je l'ai rencontré que j'ai eu envie de créer cette chronique. Je tiens quand même à remercier pour ça Christine Vial-Collet, qui est la présidente du syndicat des producteurs et la productique de vitamine C, qui nous a mis en relation et qui m'a dit, si demain tu veux faire un travail sur les métiers, faire découvrir aux élèves, aux étudiants, au commun des mortels, les métiers de la technique, qui sont très peu connus et qui pourtant sont incontournables. Voilà un jeune homme qui a un parcours extraordinaire et que tout le monde s'arrache. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui... on en parlera. Aujourd'hui, j'ai tenu à recevoir Rudy Rabaud. Enfin. Bonjour Rudy Rabaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, présentation. Alors Rudy, on me l'a présenté en 2020. Oui. Pourquoi ? Parce que il fait un métier, déjà quand il m'a dit le nom de ce métier, j'avoue que ça ne me disait absolument rien. Et donc moi ce que je propose aux téléspectateurs, ce n'est pas de découvrir une personnalité dans le cinéma aujourd'hui, mais c'est plutôt de découvrir un métier. Alors, donc c'est un métier, je donne quelques indices. Danick, vous allez jouer le jeu. Donc, c'est un métier de la technique. Oui. Donc, vous l'avez très bien compris. Donc, on écarte le métier de réalisateur, on écarte le métier de scénariste. Bien. Voilà. Donc, c'est un métier de la technique. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il a un lien avec la caméra. Un lien avec la caméra ? Tout à fait. Non, il n'est pas photographe. J'ai parlé de caméra. Est-ce que je brûle ? Non, mais j'ai parlé quand même de caméra. Là, par contre, c'est une insulte envers nos téléspectateurs. Il faut la différence entre un appareil photo et une caméra. Attention, aujourd'hui, les appareils photo filment, n'est-ce pas, monsieur ? Non, mais je n'aurais pas donné ça comme indice. Je n'aurais pas donné ça comme indice. D'accord, alors donc... Donnez-moi quelques métiers de la technique en lien avec la caméra. Allez, on y va. Chef op. Ce n'est pas le métier de chef opérateur. Réalisateur, alors. Je vous ai dit que c'est ce métier de la technique. Oui, donc ça peut pas être... réalisateur. Non, le réalisateur, il perçoit des droits d'auteur, il est dans la création. Ce n'est pas la technique et il pourra vous dire pourquoi. D'accord. Parce qu'il y a une nomenclature des métiers, il y a une convention collective. Parce il faut qu'on avance. Alors simplement, je vais expliquer que c'est un métier qui est en lien avec la caméra. Pourquoi ? Parce que sur un film, on a besoin que la caméra fasse un certain nombre de mouvements. En fonction de la prise de vue des angles. Et la personne chargée de faire ce travail de mouvement, de trouver le bon mouvement, c'est ce qu'on appelle le machiniste. Donc, Rudy Rabaud, aujourd'hui, est ce qu'on appelle un machiniste. Mais il ne l'a pas toujours été, comme je l'ai expliqué. Rudy Rabaud, avant, il était dans le milieu du commercial, notamment la distribution. Et donc, il a eu un contact pour pouvoir, on avait besoin de quelqu'un pour pouvoir déplacer les voitures sur un tournage. Quel peut être ce tournage qui a pu être le point de départ de sa carrière, selon vous ? En Guadeloupe, il n'y en a qu'un. Oui. Meurtre au paradis. Bon, donc c'est très bien ce que vous pensez de cette série. C'est peut-être pour ça que vous ne jouez pas le jeu. Donc, c'est Meurtre au paradis qui, comme... C'est vrai que c'est la série incontournable chez nous. Elle a été une série levier qui ont permis de... Par exemple, on a reçu la dernière fois une costumière qui a démarré aussi sur Meurtre au paradis. Bon nombre de nos techniciens qui œuvrent sur les différents tournages, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane et même en France, sortent de ce vivier. Donc, il a été recruté pour faire quoi ? Pour déplacer des voitures. Et donc, ça lui a plu, cette ambiance du milieu du cinéma. Et donc, il est resté pendant 3 ans, où là, il a fait le tour des départements. Il a travaillé à la décoration, il a travaillé à la régie. Donc, chaque fois qu'on avait besoin de lui, quel que soit le département, il disait oui. Et après 3 ans, il s'est dit... Donc ça, alors, il a démarré en 2011. Hein. Après 3 ans, il s'est dit, bon, écoute, là, j'aime le cinéma, c'est clair. Je veux en faire mon métier, donc je vais rester dans ce département. Selon vous, quel département il est resté ? Machiniste. Donc, il est resté en tant que machiniste et il a progressé, il a enchaîné les tournages à telle enseigne que maintenant, il a passé le grade de chef machiniste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un tournage, en fonction de son importance, on a un département
qui regroupe un certain nombre de personnes qui travaillent autour de... Et lui, il est là pour gérer l'équipe. D'accord? Et ce qu'il y a de plus intéressant, pourquoi je vous dis qu'il est incontournable, même moi j'ai pu me rendre compte, j'ai rencontré un certain nombre de réalisateurs et de producteurs qui vont bientôt tourner séries, longs métrages, courts métrages, et tout le monde se l'arrache. J'ai rencontré un producteur de long métrage, je saurai de qui je parle. Il m'a dit, j'ai fait des pieds, des mains pour l'avoir, parce que tout le monde se l'arrache. Tu vois de qui je parle? Je pense, oui. Je n'aurais pas de nom. Il n'est pas unique, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une expérience, une solide expérience. Alors, ce que les gens lui reconnaissent, c'est son sérieux, sa disponibilité, et surtout, il connaît bien le milieu. Il a déjà travaillé sur tout type de tournage, donc il a une carte de visite vraiment, comment on peut dire ça? Il n'y en a pas deux qui en ont une comme ça ici, n'est-ce pas? Pour le moment. J'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à tout ce qu'elle vient de dire? Ah bah ça, c'est assez complet quand même, hein, donc je ne sais plus trop quoi dire du coup. Vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est exactement que le métier de machiniste? Le métier de machiniste, c'est déjà la sécurité du plateau et tout ce qui est mouvement caméra, déplacement de caméra, voilà, c'est toute forme, c'est-à-dire pied caméra, grue, chariot, travelling, ça peut être des accroches voitures, voilà. Donc tout ce qui concerne la caméra, le machiniste en général, il est dans l'affaire, on va dire, entre guillemets. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que moi, j'en ai... Non, mais alors, quels sont les outils que vous utilisez quand vous êtes chef machiniste? Alors, on a beaucoup d'outils. En fait, ça dépend du tournage, ça dépend des besoins. C'est pour ça qu'avant un tournage, on fait ce qu'on appelle une journée de repérage. Oui. Voilà, en fonction du scénario, en fonction de tout ça, à ce moment-là, on définit quel type de matériaux doivent être mis en place pour pouvoir mettre en image. Même les lumières, par exemple, c'est vous qui... tout ce qui est accroche-lumière, on fait tout ce qui est accroche-lumière, la sécurisation de la lumière. Après, le reste, aussi. On laisse les électros s'en occuper. Ah, quand même, oui. Et c'est un métier fatigant? C'est un métier physique, mais bon, c'est physique, oui, mais c'est un métier passionnant. C'est bien pour ça que je continue dans ce domaine. Et j'espère continuer à évoluer et à faire le tour du monde parce que c'est un métier qui me permet de travailler aussi sur Paris, on peut travailler un peu partout, donc voilà, on a quand même des avantages de travailler dans ce domaine. De devenir aujourd'hui international. Exactement. Espérons, pourquoi pas. Oui. Moi, la question que j'ai à me poser, c'est qu'elle s'adresse bien sûr à tous ceux et celles qui vous entendent et qui se disent, tiens, pourquoi pas, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, quelles sont les compétences qui sont nécessaires si on veut postuler? Est-ce que déjà il y a une formation? On est obligé d'avoir une formation. Comment on veut, si on veut se lancer, on se dit, moi j'aime les voitures, moi j'aimerais bien devenir machiniste? En vrai, déjà il faut avoir l'envie, déjà tout simplement. Formation de machiniste, il n'en existait pas avant. Maintenant oui, depuis quelques temps. Donc je sais qu'il y a une formation à TSF maintenant qui se fait sur quelques mois. Après, à l'époque, ça se faisait surtout via des stages, etc. Voilà, c'est vraiment un métier où on est beaucoup autodidacte, où il faut avoir beaucoup de logique, et voilà. Donc voilà, il faut avoir l'envie et se lancer tout simplement. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que comment ça se passe? Quel est le processus? Parce que vous avez parlé de scénario. C'est-à-dire, en tant que chef machiniste, vous aussi, vous partez du scénario pour essayer de voir, identifier les besoins, savoir comment il faut s'adapter? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. En fonction de ce qu'on veut mettre en image, on sait que voilà, le plan il va être fait de telle ou telle façon, et par rapport à ça, il faut tel ou tel type de matériel. Donc oui, effectivement, on se calque sur le scénario pour pouvoir faire tout ce qu'il y a autour. Alors moi, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot travelling. Est-ce que vous pouvez... Alors moi, je sais que j'ai vu un chariot travelling chez les BTS audiovisuels. Et qui était posé sur des rails. Oui, alors, voilà. Est-ce que c'est ça? Votre travail va consister en quoi, par exemple, pour ça? À mettre le rail en place, à faire au niveau du rail pour que l'image elle soit droite, effectivement, que le téléspectateur ne voit pas l'image de travers, etc. Et on fait le mouvement caméra, c'est-à-dire qu'on pousse le chariot, l'opérateur dessus, pour donner le mouvement de vitesse ou peu importe qu'on veut donner. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de tournage cinématographique sans machiniste, c'est pas possible. Ça peut se faire, mais c'est compliqué. Voilà, c'est pas recommandé. Voilà, au niveau des assurances, etc. Si on veut avoir tout ce qui est sécurité autour, vaut mieux avoir un machinot. Très bien.
Bien. Juste une petite dernière question. Vous êtes chef machiniste, ça veut dire qu'il y a des machinistes et des chefs machinistes. Oui, bon, ça veut dire que... C'est deux niveaux. Voilà, bon, j'ai commencé machiniste, hein, Oui. donc j'ai eu des chefs qui m'ont permis de connaître le métier, etc. Et maintenant, j'ai eu la chance de travailler avec France Obda, par exemple, des lois prod, qui m'a fait confiance. Et donc depuis, oui, j'aspire à être chef machinot et à continuer à évoluer. Votre prochain tournage? Alors, le prochain tournage, ça sera Le Fantôme des Saintes, normalement. En Guadeloupe, oui. Qui est prévu très prochainement. Alors, si on peut revenir sur quelques images pour que les téléspectateurs puissent visualiser à travers les commentaires qui ont été faits le métier de machiniste, ça va être une bonne chose. Alors ça représente quoi exactement, cette image? En fait, ça, c'est une image qui ne représente pas vraiment le machiniste, malheureusement, parce que bon, ça serait plutôt le steadicammer, l'opérateur steadicammer. Donc là, bon, je sécurise le steadicam, l'appareil en question, pour ne pas qu'il tombe, etc. Et là? Là, c'est une dolly. Voilà. Et ça sert à quoi, ça? Parce que... Cette dolly, on peut se déplacer sur un sol plat, etc. Ça nous permet de faire les plans, tout simplement. La caméra, elle n'est pas dessus, là, mais normalement, il y a une caméra posée sur la dolly. On peut aussi la mettre sur des rails, justement, et pouvoir... Et là? Là, c'est un plateau travelling. Voilà. Sur le sable? Oui, elle est posée sur un rail, toujours. Ok, bien. Je verrai que c'est un métier qui vous passionne et qui va peut-être passionner des jeunes. J'espère bien, oui, parce qu'on en a besoin. Ok. Deuxième séquence la deuxième séquence, c'est bien sûr... Alors, on va juste rappeler pour nos téléspectateurs, nous avons reçu la semaine dernière Mariette Montpierre qui s'apprête à tourner sa série et qui fait un grand casting. Donc, si vous voulez vous lancer dans le cinéma, c'est le moment ou jamais. Vous avez entre 18 et 70 ans, pardon. Vous êtes afro-caribéen, homme comme femme. Donc, vous envoyez une photo de la tête aux pieds. Vous pensez à mettre vos coordonnées, nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, boîte email, et vous envoyez le tout à l'adresse... alors, si on peut avoir l'affiche de Mamzelle Guadeloupe. Oui, on a l'affiche de Mamzelle Guadeloupe. Si on peut avoir l'affiche du casting. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça s'affiche à l'écran. Donc, c'est Mamzelle, M-A-N-M-Z-E-L, casting, @gmail.com. Je répète, Mamzelle, M-A-N-M-Z-E-L, casting@gmail.com. Sinon, vous pouvez trouver toutes ces informations sur la page Facebook du Campus Audiovisuel Cinéma Guadeloupe. Le film de la semaine? Le film de la semaine, alors j'espère qu'on pourra avoir l'affiche du film, donc qui sort aujourd'hui, Sage Homme. Alors pourquoi j'ai choisi ce film? Donc parmi les films qui sortent aujourd'hui, c'est celui qui me paraît le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'avènement de jeunes acteurs. Donc, c'est son premier grand film où il est l'acteur principal. Il porte tout le film sous ses épaules. Donc, rapidement, on va parler du film. On va voir le teaser aussi. On va regarder. Alors, la bonne annonce. Oui. Un extrait de la bonne annonce. Alors c'est une histoire qui est assez banale. Hein. C'est pas une nouveauté dans les films. Donc, ce jeune homme qu'on voit, qui s'appelle Léopold. Donc, Léopold a raté le concours de médecine. Et bien sûr, il s'est bien gardé d'en informer son entourage. Et en contrepartie, donc faute d'avoir... Qu'est-ce qu'il a fait pour compenser? Il est rentré dans une école de sage-femme. Mais bien sûr, avec toutes ses a priori, parce que pour lui, c'est un truc de gonzesse, c'est un truc de fille, c'est pas terrible. Et il rencontre Nathalie qui joue le rôle de Karine Viard, et qui est une sage-femme passionnée, et qui lui donnera, qui va lui transmettre toute sa passion, et il va remettre en question toutes ses a priori. Alors, ce jeune homme en question, qu'on pourra voir, j'espère, à la bande-annonce. Donc, on va voir la bande-annonce tout de suite. C'est parti. Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. C'est qui, Meyer? Sage-femme. Toi. J'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord? Ils vont t'envoyer au bled, gros. Tenez. Non, mais je vais pas mettre ça, donnez-moi la bleue. Premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon. Yo, comment ça se passe ce début d'année, là? Nonchalance. Et quand on rentre quelque part, on se présente. Manque de sérieux en classe. Aucun engagement. Et après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière. Putain. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-vous au travail. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc c'est très important que tu les écoutes. Vous sentez beaucoup votre bébé bouger? Oui, il bouge. Beaucoup. Je suis grosse. Non, vous êtes pas grosse, vous êtes enceinte. Bon bah, il a très bien appris ça le sang, non? Il est médecin quand même, hein? Pas encore. Qu'est-ce que tu fous en rose?
T'es infirmière? Tu vois la question que tu posais l'autre jour, si tu devais être médecin ou sage-femme. C'est ton engagement qui compte, qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être. C'est à toi de pousser ton cri. Ça sort aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller le voir. Alors juste 2 petits mots sur Melvin Bulmer, comme vous voyez à l'écran. Donc il faut savoir qu'il a été repéré où? Eh bien, sur Instagram. Bon, et c'est lui qui jouait Joe Star dans le film sur Joe Star qui a eu lieu. Voilà. Ah, le film de et Joe qui est Star. sorti. On verra bientôt. Donc, voilà. Merci Marilyn, merci Monsieur Rabot. Merci pour l'invitation. Et puis continuez. Hein. Ben, on va pas lâcher. On continue. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Marilyn. Voilà, c'est l'heure de la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec un écrivain, politique aussi, géopolitique des Outre-mer, Fred Constant, qui présentera son bouquin demain soir à la Warawak. Et bien sûr, on aura aussi notre rubrique avec Manik Sia Antiteka, chronique Une voix, une histoire, une image. C'est tout de suite après la pause. Il va être consacré au livre avec Manik Titeka Sia. Bonjour. Bonjour. On parlera de quel livre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du livre de Natacha Odona, Au secours, je suis enceinte. C'est l'auteur qui dit ça, c'est pas toi? C'est l'auteur qui dit. D'accord, ça me rassure. Bon, et puis on reçoit Fred Constant pour Géopolitique des Outre-mer. Le livre vient de sortir, livre très intéressant. Très documenté d'ailleurs, merci ce genre de bouquin, mais ça nous a permis de faire le point sur beaucoup de choses. Alors, Fred Constant, il faut le dire, il est universitaire, il a été ambassadeur aussi de la Caraïbe. Oui, alors, il y a une première question que je voulais vous poser avant, en dehors du livre. Un moment, on a parlé pour la Guadeloupe, la Martinique, de diplomatie régionale. Territoriale. Ouais. C'était juste une idée ou bien c'est... Non, l'expression, en fait, c'est Laurent Fabius qui l'a eue. Oui. D'ailleurs, alors qu'il recevait plusieurs élus d'outre-mer sur cette question de l'accroissement des compétences internationales des collectivités d'outre-mer. Oui. Et ça désignait en fait la possibilité donnée à nos régions, plus d'ailleurs qu'aux départements, oui. D'entrer dans des relations avec les pays de leur environnement. Oui. Donc on appelait ça la diplomatie territoriale, pour la distinguer de la diplomatie d'État. C'était ça le départ. Mais il faudrait des diplomates territoriaux alors dans ce cas. Oui, mais justement, il y a eu tout un... Alors j'étais ambassadeur chargé de cette question à cette époque, et nous avons lancé en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane des programmes de formation de chargés de mission territoriaux qui étaient affectés dans diverses ambassades françaises de la Caraïbe, de l'Amérique centrale et aussi au Suriname, il y en a eu. Même au Brésil, il y en a eu. Malheureusement, ça n'a aussi, en République tout à fait. Ça n'a pas souviens. survécu au changement de majorité dans certaines collectivités. Et j'ai cru comprendre qu'on redémarrait justement l'investissement de notre région au sens large avec de nouveaux programmes de formation pour avoir des diplomates territoriaux. Voilà. Alors, je disais que j'ai lu cet ouvrage Géopolitique des Outre-mer avec intérêt. Bien évidemment, je l'ai lu dans une lecture franco-française, c'est-à-dire j'ai cherché dans ce qui concernait nos pays, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Il y a beaucoup d'informations. Et c'est un livre, je peux que le conseiller à toute personne qui s'intéresse à ces régions. Ça aurait pu s'appeler Géopolitique des colonies, hein, à mon avis. Bon, alors, première chose qui m'a pas choqué, mais enfin je savais, c'est que je crois que c'est à quelle page je vous parlais. Ah oui, à la page 26, c'est la fameuse citation de Jules Ferry. Je la termine. Il y a un second point que je dois aborder. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ouais. Incroyable ça. Ah, c'est incroyable, oui c'est incroyable et j'ai volontairement cité cet extrait d'un discours qui est resté dans l'histoire, hein. Il a prononcé ce discours à l'Assemblée nationale pour convaincre les députés français du bien fondé de l'expansion coloniale de la France à l'époque. Nous sommes en 1880, quelque chose comme ça, je donne la date précisément. Et donc le même Jules Ferry, qui est l'auteur des fameuses lois émancipatrices. Je vous rappelle, école gratuite, obligatoire et laïque. Tout à fait. Ça montre bien la mentalité de l'époque
le même, insistait, haranguait ses collègues députés pour qu'ils appuient la politique coloniale de la France. Ouais. Alors je cite ça pour montrer justement quels étaient les ressorts impériaux et coloniaux dans la genèse des Outre-mer. Parce que tous les Outre-mer qui forment l'échantillon sur lequel s'appuie cet ouvrage, pas que les Outre-mer français, les Outre-mer aussi étrangers, sont nés de l'expansion de l'Occident dans le Nouveau Monde, et y compris en Asie, parce qu'il y a aussi... Oui, en Asie aussi. Alors, l'autre remarque que je fais, c'est que dans cet ouvrage, on parle beaucoup de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Espagne, du Portugal, bien sûr de la France, bien évidemment, et on se rend compte qu'en fait... les pays africains n'ont jamais été... ils ont été colonisés, mais ils n'ont jamais été impérialistes. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. En revanche, dans le prolongement de votre observation, on sait moins que la Chine, par exemple, a des Outre-mer. Oui, tout à fait. On sait moins que la Russie en a aussi. Et que ce sont des éléments qui relaient les politiques de puissance et d'influence de ces deux grandes puissances. Au départ de l'ouvrage, j'ai considéré les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Et c'est frappant de voir que parmi les 5 pays les plus puissants au monde, je les rappelle, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, ces 5 pays disposent tous d'outre-mer aux 4 coins du monde. Oui. Enfin, alors, bon, c'est pour l'humour. La Guadeloupe a failli avoir une outre-mer avec Aves. Oui, bon. Effectivement, on peut le prendre de cet angle-là. Mais alors, moi, je dirais plutôt qu'il y a des phénomènes de double ou triple insularité qui... Historiquement, je ne sais pas si c'est encore vécu comme ça, mais à l'époque, je sais que les rapports entre la Guadeloupe dite continentale et Saint-Barthélemy... Ce qu'on appelle les dépendances. Saint-Martin, j'ai pas osé le terme qui est trop... Ah oui, c'est plus politiquement correct. Et la Désira, tout ça, était vécu sous ce mode-là. Comme quoi on peut reconstruire des relations de domination à une autre échelle. Voilà. Bon. Alors, Aves a été finalement donné au Venezuela. Ah, tout à fait. Ça a été réglé. Ça a été réglé. Et il n'y a pas de contentieux à ma connaissance. Non, il n'y a pas de contentieux. La Dominique a un petit peu voulu aussi. Oui, mais alors que pour rester dans la région, vous avez un contentieux qui est toujours... les gens ne sont pas forcément au courant. Mais l'île de Navas, qui est une île qui se trouve au nord de l'arc des Petites Antilles, elle est revendiquée par Haïti. Oui. Elle est revendiquée par les États-Unis. Aussi. Et la constitution haïtienne stipule Navas dans le territoire national haïtien. Tout à fait. Et les États-Unis ne lâchent pas. On pourrait dire, mais une grande puissance comme les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire d'un petit pays qui est inhabité c'est, je crois, 5 ou 6 km². Et pourtant, les États-Unis tiennent à avoir une main sur cet îlot parce qu'il est situé dans son flanc sud, pour ainsi dire. Donc, alors, puisqu'on parle des États-Unis, il faut faire un petit focus sur Porto Rico, qui a un statut un petit peu particulier, qui ne fait pas partie des 51 États des États-Unis. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'ai suivi un petit peu de près, parce que j'ai quelques amis là-bas. Après le dernier cyclone Irma, Porto Rico a été complètement dévasté, et Trump, pour lui, c'était rien. Voilà, c'est un épisode que je relate dans l'ouvrage, effectivement. Parce qu'il est vraiment symptomatique des rapports entretenus entre les autorités centrales et les autorités locales d'un outre-mer. Ça aurait pu se passer, bon, je le dis pas maintenant forcément, mais il y a quelques années dans les rapports entre nos autorités centrales et les outre-mer français aussi. Tout à fait. Et donc Trump, premièrement, il n'a pas voulu se rendre sur les lieux. Alors que c'est des milliers de sans-abri. Oui, sans électricité, sans eau. Oui, et puis des morts, surtout, des centaines de morts. Centaines de morts, tout à fait, c'était énorme. C'est le cyclone Maria, pas Irma. Maria. Et donc, ça se passe en 2017, c'est tout récent. Donc, bon, son cabinet a insisté, il a fait des déplacements, et au lieu même de feindre la compassion, il a fait des sorties qui étaient toutes orientées dans le sens, mais de quoi vous vous plaignez ? Tout fonctionne ici, les agences fédérales font un travail formidable, etc. À tel point que même le gouverneur, qui était à cette époque gouverneur du Parti républicain, a pris fait cause
contre le président Trump, hein, ce qui n'a pas arrangé ses affaires. Mais enfin, il a eu ce courage-là. Non, c'est symptomatique. Alors, autre remarque, depuis quelque temps, moins un an, je crois, nous avons une conseillère régionale qui est chargée, qui est présidente de l'Office de la biodiversité française. Absolument. Madame Sylvie Gustavier Duflot. Or, je l'apprends, enfin bon, on le lit dans votre ouvrage, 80% de la biodiversité française, elle est dans ces régions. Tout à fait. Alors, ce qui est remarquable, c'est que ça a été présenté comme si c'était en quelque sorte une concession ou une faveur qu'on faisait aux Outre-mer que d'implanter le siège d'une agence à vocation nationale dans l'un de ces territoires. En réalité, c'est la transcription avec retard d'une réalité que personne ne peut contester. 80%, hein, je reprends le pourcentage que vous avez opportunément rappelé, de notre diversité nationale française, c'est les Outre-mer qui l'apportent. Et tous les classements que nous avons, par exemple, au niveau de l'Union européenne, le plus grand parc naturel, c'est celui de la Guyane. C'est celui de la Guyane, oui. Hein, plus de 45 000 km², c'est énorme. Ouais. La Guyane participe aussi avec, puisque c'est partie de la forêt de l'Amazonie, du poumon vert de la planète. Oui, tout à fait. Hein, de même, permettez-moi une excursion hors de notre champ, notre Mare Nostrum, hors de la Caraïbe, avec le Groenland. Le Groenland, donc, dans le Grand Nord, c'est le climatiseur de la planète entière. C'est un outre-mer du Danemark, qui est le plus grand des outre-mer au monde, avec 2 millions de kilomètres carrés, qui compte 55 000 habitants. C'est une population inuite. Hein, et c'est un territoire très important pour le Danemark, mais aussi pour l'humanité tout entière. Ouais, tout à fait. Alors, petite remarque aussi sur la zone économique exclusive, qui rend la France parmi les nations les plus puissantes à ce niveau-là. Tout à fait. La France dispose de la deuxième zone économique exclusive au monde. Une zone qui s'étend sur 11 millions de kilomètres carrés. Et 97% de cette zone lui est apportée par ses outre-mer, par ses 12 outre-mer. Et la Polynésie française, à elle seule, lui apporte 4 millions et demi de kilomètres carrés. Donc vous voyez un petit peu... et c'est ce qui m'a conduit à écrire. Bon, ça fait longtemps que j'avais à l'esprit, mais vu mes fonctions antérieures, je ne trouvais pas le temps. Mais étant revenu dans le giron universitaire, je me dis qu'il faut absolument écrire ça, parce que j'étais, toute ma carrière professionnelle, vraiment témoin du contraste entre, il faut dire les choses ouvertement, le peu de considération, ou on va dire le peu d'informations que les élites nationales ont en général sur les Outre-mer, alors que ces Outre-mer occupent une place essentielle dans ce qu'est la France aujourd'hui, dans sa politique d'influence, dans sa politique de puissance et dans la manière dont elle est regardée par les autres États. Mais à aucun moment vous avez dans ce qu'on appelle le roman national, dans le récit national, ça n'apparaît pas. Dans la projection de l'image que la France veut avoir d'elle dans le monde, eh bien référence à ces Outre-mer. Donc je pense que ce livre, il rend justice à cette réalité. Tout à fait. Alors 2 petites remarques avant de terminer. Je voulais quand même vous nous expliquer un peu, parce que j'ai lu ça dans le bouquin, qui est un renforcement militaire à la Nouvelle-Calédonie et à la Réunion en 2024. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est lié à ce qu'on appelle, dans le jargon, mais je vais expliquer, le basculement stratégique de l'épicentre mondial vers le Néo-Pacifique. Alors, traduit, ça veut dire que actuellement, enfin depuis une dizaine d'années, mais les choses se précisent de plus en plus, la confrontation stratégique oppose non plus les États-Unis à la Russie ou à l'URSS. Oui, la guerre froide est terminée. Voilà, la guerre froide est terminée. Enfin. Oui, non, mais c'est la guerre froide que nous avons connue, elle est terminée. Elle est chaude maintenant. Oui. Non, mais la guerre que nous avons à nos portes, c'est autre chose. Oui. Mais la confrontation stratégique, c'est celle qui oppose, et qui a déjà commencé, même si elle est, entre guillemets, par des moyens détournés, les États-Unis à la Chine populaire. Le paradoxe de cette situation, c'est que
les États-Unis ont aidé la Chine populaire à émerger pour contenir l'expansion de l'URSS. Ça se passe à la fin de la guerre froide, sous l'impulsion de Kissinger et de Richard Nixon. Donc, la France, voyant ce mouvement se dessiner, ce qu'on appelle la grande mutation géopolitique, eh bien, elle est en train, elle aussi, de se positionner. Et désormais, les outre-mer Indo-Pacifique, la Réunion, Mayotte, les îles éparses du canal du Mozambique, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, constituent les hotspots de la géopolitique française dans l'Indo-Pacifique, aux dépens de la façade atlantique et de la Caraïbe. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut que nos élus soient vigilants pour soulever, mobiliser d'autres leviers afin que nous puissions ne pas tout doucement sortir du radar des autorités nationales. Alors, on va terminer là-dessus. Enfin, l'avant-dernière question. Enfin, c'est même pas une question. Saint-Barthélemy a été vendu finalement. Oui, alors Saint-Barthélemy est passé à... C'était d'abord le roi de Suède qui était propriétaire. Après un cyclone qui a été vraiment dévastateur, et les plantations n'étaient plus productives. Il a dit, bon, moi, ça ne m'intéresse plus. Et donc, il a vendu à la France. La France, à un moment donné, l'a recédé. Et puis après, c'est retourné dans le giron français. C'est pour ça que vous avez, par exemple, Gustavia. Je ne sais pas si ça continue, mais à une époque, il y avait des échanges encore entre certaines villes suédoises et Saint-Barthélemy. Dans les noms des gens, on retrouve ça. Alors, présentation demain soir, 18h, c'est ça? 18h30. 18h30 à l'hôtel Arawak. Je suis impatient d'avoir un nouveau contact avec les gens qui ont lu ou qui envisagent de le faire. Parce que finalement, un livre est toujours écrit pour le lectorat. Donc, et c'est la meilleure partie, puisque bon, là, on ne peut plus rien faire. Le livre est fait, il a sa propre vie. Mais c'est bien parfois pour apporter des ajustements à ce qu'on a pu écrire, à la manière dont ça a été compris, et puis prolonger tout cela dans le débat public. Parce que ce livre-là, c'est une contribution au débat public de nos Outre-mer. Et je le recommande à tous les gens qui nous regardent et ceux qui ne l'ont pas, mais dépêchez-vous de l'avoir et venez demain soir. On passe à notre deuxième séquence littéraire, cette fois-ci générique, c'est avec Manick, c'est parti. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Alors, c'est vrai qu'on peut lire un livre, mais aussi on peut l'écouter. Exactement, tout à fait. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui? Alors, ce qu'on va écouter aujourd'hui, donc, je vais parler d'un recueil de nouvelles qui a été écrit par Natacha Odona, qui est une auteure martiniquaise qui réside au Canada. Et c'est vrai qu'elle, comme je l'avais dit, je l'avais annoncé qu'on restait sur le mois de la femme, pas qu'une journée. Mais bon, c'est pas grave, on va faire, on continue tout le mois. Et c'est vrai que je voulais parler un peu de son recueil, Au secours, je suis enceinte. C'est l'histoire de femmes de différentes régions du monde qui parlent, qui évoquent leur grossesse. Alors, ce ne sont pas des récits autobiographiques, parce que certains sont quand même assez tirés par les cheveux. Mais ça fait du bien, en tout cas, de voir comment, d'une région à une autre, on peut aborder la grossesse différemment, sachant quand même qu'il y a un discours qui revient dans nos territoires, puisque Natacha s'est quand même attachée au bassin caribéen, puisqu'elle nous fait voyager via Haïti, la Martinique, la Guadeloupe. On a le sentiment que lorsqu'on tombe enceinte, voilà, la vie, elle est terminée. Voilà, tu ne peux plus rien faire, tu es enceinte, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Comment on va t'aider? Comment on va t'accompagner? Et elle voulait un petit peu aussi tirer la sonnette d'alarme face à ce type de discours et montrer que finalement, une grossesse, ça peut... C'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, voyons. Donc, on va écouter un extrait. Je vais le contextualiser avant qu'on puisse le passer.
C'est un homme qui courtise une jeune femme pendant plus de 3 ans quand même, avant qu'elle accepte de... 3 ans 3 ans. Ouais, là, du courage. Hein. Il voulait. Et finalement, ils y arrivent. Et on va écouter donc l'extrait sur Une voix, une histoire, des images. Au secours, je suis enceinte. Au secours, je suis enceinte. Écrit par Natacha Odona, mise en voix par Yenel Astasi pour Une voix, une histoire. Elle était heureuse. Un bonheur n'arrivant jamais seul, elle était enceinte. Elle lui apprit sa grossesse. Lui n'en croyait pas ses oreilles. « Que dis-tu ? Je suis enceinte. C'est merveilleux, non ? Oui. Tu sais, j'ai grandi dans une famille très chrétienne et il va falloir que l'on se marie pour accueillir notre enfant. Là, par contre, cela ne va pas être possible. Pourquoi ? Je suis déjà mariée. Que dis-tu ? Je suis mariée, Lisa. Et là, son monde s'écroula. Elle ne voulut rien entendre et s'enfuit. Quelques mois plus tard, notre bon monsieur se retrouva chez le médecin pour des maux de ventre à répétition. Son généraliste l'envoya faire une échographie. Il en fut surpris. Il pensait que les échographies étaient un truc pour les femmes. Néanmoins, il alla quand même la faire. L'échographe refusa de lui faire part des conclusions. Il préféra laisser à son médecin traitant le soin de lui expliquer l'incongruité qui lui tombait dessus. Il n'y comprenait rien. Lui qui n'aimait déjà pas les médecins, il se demandait vraiment quelles mouches les avaient tous piqués pour qu'ils se renvoient sans cesse ainsi la balle. « Docteur, dites-moi donc ce qui m'arrive. » Le docteur se racla la gorge, mais cela lui parut un ricanement. Quoiqu'à sa place, je n'aurais pas fait autrement. Et vu ce qui allait suivre, ma foi, je n'aurais pas entendu autre chose. Monsieur, je ne sais vraiment quoi vous dire. Tant moi-même, je ne comprends pas les conclusions de mon confrère. Il m'en avait déjà touché un mot par téléphone, mais j'ai cru à une blague. Et là, vous m'amenez les conclusions. Je ne sais vraiment quoi vous dire. Docteur, j'ai lu les conclusions, j'ai vu les clichés. J'ai pensé à une erreur, mais je n'ai pas osé les rapporter au centre d'imagerie médicale de peur de faire l'objet de ricanements. J'ai préféré venir vous voir, me disant que nous avions une relation suffisante de confiance pour que vous puissiez m'expliquer les conclusions sans rire. Monsieur, oui, docteur. J'imagine que son médecin a dû soupirer à l'idée de devoir expliquer ce qu'il voyait sur les clichés. Analysons ces clichés. Vous voyez le point dans votre abdomen ? C'est un deuxième cœur qui bat. Comment ça ? Justement, je me pose la même question. Je devrais vous prescrire des analyses sanguines et urinaires, mais je ne voudrais pas vous exposer. M'exposer à quoi ? Je vous ferai moi-même les prélèvements. Voilà. Ok. Donc on a ce monsieur qui met une femme enceinte et qui ne l'assume pas et qui se retrouve lui-même à avoir des maux de ventre. Donc je vous laisse deviner pourquoi on découvre un deuxième cœur qui bat dans le corps de cet homme. Oui. Mais Koyoka dit, voilà, Yofayombita. Ça serait bien chez nous en tout cas, qu'on puisse en tout cas lui retourner ce qui lui est arrivé. Et ça fait partie en tout cas des croyances populaires, hein, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, on disait que oui, lorsqu'un homme faisait perdre du temps à une femme et jusqu'à la mettre enceinte, il y a de fortes chances que lui-même le devienne. Oui. En tout cas, il le ressent, hein, je confirme. Ça dure combien de temps cet audio ? Alors cet audio, il dure 3 heures. C'est un recueil de nouvelles de 125 pages, donc on a 3 heures d'écoute, facilement accessible, hein, comme vous avez pu entendre. Hein, le vocabulaire est accessible à tous, réservé forcément aux adultes, puisqu'on est quand même sur un registre de femmes et de femmes enceintes. Et
les femmes peuvent l'écouter ainsi que les hommes. Ils ne sont pas trop abîmés quand même dans le recueil. C'est sûr? C'est sûr. J'ai choisi volontairement celui-là comme extrait pour vraiment donner envie. Mais non, il reste vraiment accessible aux hommes et aux femmes. Bien. Ben, Manico, on va te retrouver bientôt. Prochain bouquin, on sait déjà? Prochain bouquin, on ne sait pas encore, mais par contre, des annonces littéraires. Donc, il y a 18h30 le 18 à l'Arawak. Oui. Samedi, tout à fait. Oui. Demain également, de 14h à 18h, on a Karine Dossa qui fait la présentation de son ouvrage All We Need Is Love au coworking Irisa. On a également Guylaine Martial qui fait la remise de prix pour le concours de poésie deuxième édition à la JSF du Gosier. Ouais. Et pour ceux qui sont sur Paris, les éditions d'Aigues-Marron sont au Salon du Livre africain du 17 au 19 mars. Donc n'hésitez pas à aller les voir et ainsi découvrir notre littérature. Voilà, c'est bien dit. Merci. Merci Manic. Juste une petite question. Est-ce que la France peut se passer de ses outre-mer? Si j'ai écrit un livre comme celui-là, c'est que la réponse est non. D'accord. En tout cas, merci Fred Constant pour cet ouvrage et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc demain 18h30 à l'Arawak. Alors, on revient rapidement sur le début du ZCL. On a reçu aujourd'hui, comme tous les 15 jours, Jacques Davila et Isma Ogonet de l'eau en toute sauce. Ensuite, on a reçu Marlène Ferdi et avec chef machiniste Woody Rabot, c'est particulièrement intéressant aussi au cinéma. Bien sûr, Fred Constant avec son ouvrage Géopolitique des Outre-mer aux éditions Le Cavalier Bleu, livre à lire absolument. Manik Siard, c'était quelqu'un qui nous a présenté Je suis enceinte, ce n'est pas moi, ni elle, c'est le nom de l'ouvrage. Et du point de vue de l'actualité, on a fait un point, bien sûr, sur la réaction des députés Serva, Mathiasien, Marcelin Nadeau, Christian Baptiste, Élie Califère et Diony Assar. Après l'adoption du 49.3, on a entendu aussi Olivier Nicolas, le premier secrétaire du PS, de la Fédération PS en Guadeloupe, qui a fait aussi son intervention. Nous sommes allés sur la conférence des planteurs de canne parce que la situation est particulièrement compliquée en ce moment pour les planteurs de canne. La canne est de bonne qualité, la récolte s'annonce bien, sauf que la question des prix n'est toujours pas réglée. Est-ce qu'on a le temps d'aller à Terre de Bas? Oui? Oui, allez, on part rapidement à Terre de Bas avant de se quitter. Aujourd'hui, nous avons pris des engagements sur les compétences du département, telles que la route, le port, le dispensaire, mais aussi sur accompagner des projets de terre de bas, comme la maison du patrimoine, la bibliothèque, l'extension du cimetière. Ce sont donc des projets propres à la commune, mais que nous allons pouvoir accompagner. Signer ce contrat de pays, c'était très important pour nous parce que on a beau faire des demandes de subventions, parce qu'on est obligé de faire des demandes puisque ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas de gros moyens financiers. Mais signer ce contrat de pays, pour nous, c'est une assurance qu'on sera accompagné par le conseil départemental. Et le président l'a bien souligné, il est venu sur le terrain. Nous avons fait la visite de terrain qui lui a permis de voir tous nos problèmes, surtout que nous avons une route départementale, nous avons les ports qui sont départementaux. Donc, ça lui a permis de voir sur le terrain les problèmes qu'on présente par au courrier. Assez souvent, nous sollicitons de l'aide. Mais malheureusement, quand on n'a pas vu, on ne peut pas évaluer l'ampleur des dégâts que nous subissons, puisque ça fait un moment qu'on est un peu je dirais des laissés pour compte. On a eu quelques réfections de route, mais ce n'était pas encore ça. Surtout la route du Nord, qui est très importante pour nous, puisque en cas d'éboulement, si la route du Sud est obstruée, on est obligé de passer par la route du Nord, qui pour l'instant est impraticable. Donc pour nous, c'était très important que le président vienne sur place et cette signature, j'espère, prendra effet très bientôt puisqu'il a dit que pour 2023, il y a des travaux qui sont déjà prévus. Nous espérons et nous sommes, moi je suis personnellement, je suis très satisfaite et contente. Je pense qu'ils vont pouvoir apprécier donc, cet accompagnement puisque je ne sais pas si vous avez fait la route du Nord comme nous-mêmes et on a pu voir dans quelle situation se trouvait cette route et puis c'est des années qu'elle est complètement délaissée. Donc nous on va pouvoir intervenir. Cette année on s'est engagé sur un montant de 2 750 000. Nous avons mis le port comme priorité puisque chaque année nous intervenons sur à peu près 4 ports de la Guadeloupe. L'an dernier c'était Port-Louis, Sainte-Rose, également Gosier.
Mais là, cette année, parmi les 4 ports prioritaires, il y a le port de Terre-de-Bas. Donc, c'est plus de 1 million de travaux que nous allons réaliser, dont une première partie dès 2023. Voilà, bien c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à vous tous. On se retrouve lundi pour une nouvelle séquence du ZCL News avec Jordan et avec notre assistante Njoana. Voilà, on a terminé. On vous dit merci. Merci Fred d'être venu. Merci Manu. Comme toujours, merci. On est tout content de te revoir. Et puis on termine aujourd'hui à cette heure-là, 14h. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.